Vous êtes sur Jade FM, je m'appelle Bertrand et vous êtes à l'écoute d'une toute nouvelle émission que j'ai l'honneur de vous présenter, Transborder. On me demande souvent ce que signifie ce titre d'émission. Il s'agit d'un type de pont, le pont Transborder, permettant de faire passer véhicules et passagers sur une nacelle suspendue à un chariot roulant sous le tablier du pont. Le plus célèbre est celui de Rochefort-sur-Mer, mais il y a aussi celui du Vieux-Port de Marseille, détruit en 1944, ou plus près de nous, celui de Nantes, détruit en 1958. Mais rassurez-vous, cette émission ne sera pas consacrée au pont, plutôt au franchissement de frontières, Transborder en anglais. Transborder, une émission qui ira voir sur l'autre rive ce qui s'y passe. À propos de franchissement, l'immense helléniste et grand résistant Jean-Pierre Vernant écrivit dans son texte « Franchir un pont », passer un pont, traverser un fleuve, franchir une frontière, c'est quitter l'espace intime et familier où l'on est à sa place pour pénétrer dans un horizon différent, un espace inconnu, étranger, où l'on risque, confronté à ce qui est autre, de se découvrir sans lieu propre, sans identité. Il poursuit, pour être soi, il faut se projeter vers ce qui est étranger, se prolonger dans et par lui. Demeurer enclos dans son identité, c'est se perdre et cesser d'être. On se connaît, on se construit par le contact, l'échange, le commerce avec l'autre. Et Jean-Pierre Vernant de conclure par ce sublime « Entre les rives du même et de l'autre, l'homme est un pont ». J'essaierai donc d'être ce pont radiophonique, une bonne tête de pont, et de nous amener vers cet ailleurs, à la découverte de la culture d'un pays, une fois par mois. Je n'aurai pas la prétention de tout embrasser, et donc bien entendu, ce défrichage culturel se fera de manière complètement subjective et parcellaire. Pour vous faire deviner la destination du mois, on commence en musique avec John Cale. Oranges
C'était Child's Christmas in Wales de John Cale, sorti en 1973 sur son album solo Paris 1919. L'immense, le génial John Cale, musicien au sein du Velvet Underground, qui est gallois. Et oui, nous nous rendrons donc pour cette première émission au Pays de Galles. Il fallait bien commencer quelque part. Quand on dit Pays de Galles, des clichés nous viennent à l'esprit, de robustes rugbymen au maillot rouge couvert de boue, de solides descendeurs de pinte, le prince Charles, Tom Jones ou Catherine Zeta-Jones, et selon les Anglais, un peuple de sheepshaggers, comme dirait Alain de Greff, cul à mouton. Un pays méconnu donc, dont nous allons explorer ensemble la culture, à commencer par John Cale. Il y a quelque chose d'incroyable à se dire que ce fils d'une institutrice et d'un mineur gallois ait pu tant bouleverser nos vies à travers sa production musicale lors de ces 60 dernières années, même si vous ne le saviez pas. Cela a commencé par sa participation aux 2 premiers albums du Velvet Underground avec l'autre grand génie du Velvet, son frère ennemi Lou Reed, avec qui il partageait une passion adolescente qui était d'écouter, chacun d'un côté de l'Atlantique, la même émission de radio new-yorkaise, quand on vous dit que c'est bien la radio. C'était donc le Moondogs Rock'n'Roll Party, animé par le DJ Alan Freed, qui forgea leurs appétits musicaux. Au Pays de Galles, le fils de mineur John Cale apprend l'alto classique et développe très tôt des facilités en musique. Il vient aux États-Unis à la faveur d'une bourse d'études et participe à la mouvance de musique contemporaine expérimentale autour du compositeur et théoricien John Cale et John Cage ensemble. En 1964, il rencontre Lou Reed, il dira une rencontre spirituelle autour de la littérature. Il fonde le Velvet et entre 65 et 68, John Cale vécut 3 années de musique, d'engueulade, d'expérimentation et d'échecs commerciaux. Il quitte le groupe ou s'en fait virer par l'insupportable Lou Reed en 68. Cale continue en solo avec Terry Riley et produit des albums expérimentaux, des prestations scéniques violentes, une carrière sans concession et toujours en recherche. En 70, il sort son premier album solo, l'excellent Vintage Violence, et en 73, il sort un album parfait, Paris 1919, où il pose avec une élégance folle sur une pochette sépia rétro en costume crème avec un lettrage début XXe siècle. Tout est magnifique dans cet album, je vous recommande les titres Andalusia ou The Endless Plain of... je ne sais plus, The Endless Plain of quelque chose. Paris 1219, donc, que je vous conseille et dont est tiré le premier morceau que nous avons écouté. Album hyper classieux pour un artiste tourmenté et radical que l'on peut considérer avec ses comparses du Velvet comme un précurseur du punk. Ce qui me fournit une transition idéale pour passer au second morceau de cette émission spéciale Pays de Galles, Joe Hawkins par les punks de The Oppressed. Skinhead, he don't care. Martin boots and short long hair.
C'était Joe Hawkins par The Oppressed, un groupe de Oi de Cardiff, actif sous diverses formations depuis 1981, mais toujours sous la férule de leur leader Roddy Moreno. Un groupe important car il fut le fer de lance du mouvement SHARP en Europe. SHARP, l'acronyme de Skinheads Against Racial Prejudice, soit en bon français, skinhead contre les préjugés racistes. Je sens que ça tique un peu de l'autre côté du poste. Oui, vous avez bien entendu, skinhead contre le racisme. Car en effet, la sous-culture skinhead est apparue à la fin des années 60 dans le prolongement du mouvement Mods radicalisé en Hard Mods, et la rencontre avec les Rude Boys jamaïcains donnera naissance au mouvement skinhead, je schématise pour aller vite. Les premiers skinheads étaient donc des prolos blancs fraternisant avec leurs congénères noirs issus de l'immigration jamaïcaine et fans de rocksteady, early reggae et ska. Ce n'est qu'avec la seconde vague skin à la fin des années 70, en pleine crise sociale, qu'une politisation du mouvement se fera à l'extrême droite, entraînant une réaction antifasciste d'une partie du mouvement en Sharp ou en RASH, Red and Anarchist Skinheads. Et c'est cette seconde vague qui accompagnera la naissance du punk, puis la création de la musique Oi dont nous venons d'écouter l'un des illustres représentants, les Gallois de The Oppressed. On fait un saut dans le temps jusqu'en 1998 avec The Manic Street Preachers. Teaches you to be alone, the present to be afraid and cold. So if I can't shoot rabbits, then I can't shoot fascists. Bullets fire brain today, but we'll forget it all again. Monuments put front to paper turns me into a godless wonder.
Vous écoutez l'émission Transborder sur Jade FM, c'est la première émission consacrée au Pays de Galles ce mois-ci, et à l'instant c'était The Manic Street Preachers avec If You Tolerate This, Your Children Will Be Next, un titre qui date de 98 mais qui résonne cruellement avec l'actualité. Encore un groupe très politisé, très engagé à gauche. Ce titre par exemple, Si vous tolérez ceci, vos enfants seront les suivants, fait référence à une affiche d'enrôlement dans les brigades internationales en faveur de la République espagnole pendant la guerre civile espagnole en 1936. La chanson est inspirée par cette guerre et la participation de bataillons de volontaires gallois. Les Manic Street Preachers ont eu un énorme succès au Royaume-Uni dans les années 90. En France, ils étaient assez peu connus. Je me souviens d'affiches de promo immenses dans les rues anglaises en 98 pour la sortie de cet album, à une époque où on faisait de la pub dans la rue pour des disques. Auteur d'un rock énergique alternatif entre le hard rock, le glam, le punk et des choses plus mélodieuses, les Manic Street Preachers sont toujours en activité et sont connus pour leurs idéaux, leurs engagements, disais-je, marqués très à gauche, leur caractère rebelle, mais aussi par la disparition mystérieuse de leur premier guitariste Richard Edwards en 1995, un suicide présumé, mais le corps n'a jamais été retrouvé. Pendant des années, des fans prétendirent l'avoir vu incognito à travers le monde entier. On passe à quelque chose de plus doux avec The School. C'était And Suddenly par les Gallois de The School et leur pop solaire inspiré par les Beach Boys ou Belle & Sebastian. Ça date de 2009 et c'est sur le label Elephant Records. Pour en parler, je laisse la parole à un vendeur des magasins du label Rough Trade qui en dit ceci. J'aime The School, vraiment. Ils sont le groupe le plus doux du monde. J'aimerais les garder à la maison comme des animaux domestiques. J'aimerais qu'ils soient là chaque soir quand je rentre à la maison, qu'ils m'attendent gentiment à la porte avec leur petite queue frétillante et leur langue pendante. J'aimerais les cajoler sur la tête et leur donner un biscuit et leur dire qu'ils ont été un gentil groupe pop indé et combien ils me rendent heureux. J'aimerais pouvoir m'occuper d'eux pour toujours et que je n'ai jamais à les partager avec quelqu'un d'autre. Mais je sais que cela n'arrivera pas. Aimer un groupe pop peut être si douloureux parfois. Sur cette déclaration d'amour, parlons maintenant un peu de cinéma gallois. Je commencerai par vous déconseiller un film, vraiment, c'est Twin Town, de Kevin Allen, un sous-transpotting vulgaire, sorti en 97, 98, quelque chose comme ça. Moche, complètement naze, malgré la présence du génial acteur gallois Rhys Ifans, que vous avez sûrement vu dans Coup de foudre à Notting Hill, Good Morning England, Mr. Nice ou Harry Potter. Je vais plutôt vous parler de Pride, de Matthew Warchus, un film de 2014,
qui nous raconte l'histoire vraie d'un groupe militant LGBT londonien qui entreprit des actions de solidarité avec la grande grève des mineurs britanniques de 84-85, la campagne Lesbians and Gays Support the Minors. Les lesbiennes et les gays soutiennent les mineurs de fond bien entendu. Emmené par leur leader Mark Ashton, qui exista vraiment, le groupe londonien se rend au Pays de Galles pour remettre leurs dons à une communauté minière, puisque le syndicat national des mineurs ne souhaitait pas recevoir ces dons et être associé à une organisation homosexuelle. Une confiance mutuelle émergea, née de cette solidarité concrète, mais aussi du constat que mineurs et homos subissaient la même répression policière et les mêmes calomnies de la presse conservatrice. Pour ridiculiser cette alliance, le Sun utilisa l'expression « pits and perverts », les puits de mine et les pervers. LGSM, Lesbians and Gay Support the Minors, détourna la formule en baptisant ainsi le concert de solidarité organisé à Londres en décembre 84 avec notamment Jimmy Somerville et les Communards. On va s'écouter un extrait, non pas des Communards, même si ça me ferait très plaisir, mais un extrait du film qui est aussi une chanson. Alors ça démarre dans un pub, petite ambiance de pub. Listen to me, everyone. I just want to say something. Get your feet off those seats. We've let you down. No, we have. We haven't collected enough. We haven't raised enough awareness. We know that. No, it's not enough to always be defending. Sometimes you have to attack, to push forward. And that's exactly what we're going to do. When we get back to London, and you have my word on this, we're going to do something so spectacular. It will be so incredible, so effective that the National Coal Board, I promise you this, will come crawling on their hands and knees in full drag to beg you for forgiveness. Now, victory! Victory to the miners! Marching in the beauty of the day, a million darkened kitchens, 1,000 mill-lofts grey, are touched with all the radiance that a sudden sun discloses. For the people hear us singing, bread and roses, bread and roses. As we go marching, marching, we battle to for men, for they are women's children, and we mother them again. Our lives shall not be sweated from birth until life closes. Our starve as well as bodies, give us breath but give us roses. Marching, marching, and no good willing dead go crying through us singing their ancient cry for bread. So art and love and beauty, let drudging spirits fill. Blessed is where we find home, but we find for roses. Go back to where you came from! Victory to the Miners, mon Dieu, il me fait toujours chialer ce passage. Oui, voilà, je vous l'ai mis d'une part pour la musique, mais aussi pour ce très bel accent gallois que l'on entend au début. On y voit Mark Ashton, le leader du groupe LGBT, promettre aux mineurs et leurs familles d'en faire plus pour les aider. Faire quelque chose de si spectaculaire comme il dit, que les patrons de mines viendront à genoux, déguisés en drag queen, leur demander pardon. Et le chant qui s'élève alors, repris par toute l'assemblée, c'est Bread and Roses. Alors c'est le titre d'un film de Ken Loach, mais c'est une référence surtout à un poème composé en 1911, repris comme slogan lors de manifestations d'ouvrières du textile au Massachusetts en 1912. La musique fut écrite plus tard, dans les années 60, il me semble, par Mimi Farina, la sœur de la chanteuse Joan Baez.
Pride est un très très beau film de facture somme toute académique, mais bouleversant et politiquement très fin. Cela brasse beaucoup de thèmes comme le coming out, l'homosexualité en milieu populaire, le sida, le virilisme, la solidarité ouvrière. C'est historiquement passionnant. Nous sommes en plein dans le conflit que mena Margaret Thatcher contre les organisations ouvrières en vue de leur anéantissement pour son projet antisocial, et c'est surtout une page méconnue de convergence des luttes entre deux mondes que, a priori, puisqu'il s'agit bien d'a priori, rien ne pouvait se faire rencontrer. Il est disponible en DVD, courez vous le procurer. On va réécouter du John Cale, dont je parlais en début d'émission, avec un morceau qui montre l'étendue de son talent, l'instrumental The Protégé. C'était John Cale en 1971 avec le morceau The Protégé, produit avec Terry Riley et Adam Miller au sein de leur projet expérimental Church of Anthrax, un album qui sent le free jazz, le piano bastringue et la pop psychédélique. On va continuer avec un autre conseil de cinéma gallois, Quelle était verte ma vallée de John Ford, sorti en 1941. Pourquoi je parle comme ça? Quelle était verte ma vallée? Je sais ce que vous allez me dire, John Ford n'était absolument pas gallois, mais états-unien d'origine irlandaise. Et ce film, adapté d'un roman gallois, se passe au sein d'un village minier gallois, là encore. Donc c'est pour ça que je vous en parle. Film magnifique dans sa mise en scène, dans la composition des plans et avec une photographie fordienne à couper le souffle, avec notamment des perspectives, des profondeurs de champ magnifiques. Quelle était verte ma vallée est un roman d'apprentissage et une chronique familiale et sociale. Le film nous montre le bouleversement d'une communauté, d'une famille notamment, qui voit les valeurs traditionnelles forgeant cette communauté, le travail à la mine et la religion, des valeurs censées éternelles, être percutées par une réalité sociale, une grève notamment, et la modernité.
Le propos oscille entre l'attachement à ses traditions, au monde d'avant, et les espoirs comme les questionnements liés à cette réalité sociale. C'est un film d'un grand lyrisme qui évite l'écueil du « c'était mieux avant quand c'était pire », tout en questionnant la modernité et l'ambivalence de la mine qui les exploite et les fait vivre. Je vous conseille donc Quelle était verte ma vallée de John Ford, là aussi c'est disponible en DVD. Un peu de la musique maintenant avec Young Marble Giants, on retourne dans les années 80. C'était Colossal Youth du groupe mythique post-punk Young Marble Giants, et ça date de 1980. Un groupe à la carrière météoritique, puisque actif entre 78 et 81, mais à l'influence majeure dans le rock indépendant, une référence galloise donc pour Kurt Cobain, Courtney Love, Stereolab ou plus récemment The XX. Le groupe s'est reformé à plusieurs reprises dans les années 2000 avant de, semble-t-il, définitivement baisser le rideau en 2016. Ce morceau est tiré de leur unique album du même nom, non, je ne dirais pas éponyme, Colossal Youth, qui malgré son aspect minimaliste et un poil lugubre, fut la seconde meilleure vente de leur label, le fameux Rough Trade, et est considéré comme précurseur du mouvement lo-fi, à savoir la recherche d'un son brut, presque sale, loin des ripollinages hi-fi et de la pesanteur de chansons aseptisées, lissées ou surproduites. Vous l'avez entendu, ça chante pas forcément très juste, il n'y a pas de batterie mais une boîte à rythme. Et oui, mais c'est ça le charme de la lo-fi. Je rappelle le nom du groupe, Young Marble Giants. On continue en musique avec Catatonia. Et en douceur aussi. Dead from the waist
C'était Catatonia avec Dead from the Waist Down, sorti en 99. La chanson qui nous invite à Make Hay Not War, donc littéralement aller faire les foins, pas la guerre. Je ne savais pas en préparant cette émission que je serais autant dans l'actualité. Catatonia, un groupe de rock très célèbre au Pays de Galles dans les années 90, emmené par la flamboyante Cherry Matthews, à la voix un peu éraillée, finie au cidre et à la clope, telle une Bonnie Tyler galloise. Cherry Matthews, qui est maintenant animatrice radio sur BBC Six, une collègue donc, est une fervente militante de l'indépendance du Pays de Galles et est parfois érigée par certains fans comme une égérie galloise. Au sein de Catatonia, comme dans ses projets solos, elle a d'ailleurs souvent écrit et interprété des chansons en langue galloise. And now, something completely different. Je vais vous parler d'une série qui, bien qu'anglaise, fut tournée en grande partie dans un petit village du Pays de Galles, Portmeirion. Je suis fan absolu de cette série, dont j'avais déjà parlé sur une autre radio, et on m'aurait grondé à la maison si je n'en parlais pas pendant une émission sur le Pays de Galles. Il s'agit du Prisonnier, série anglaise de 1966, produite, écrite et jouée par le regretté Patrick McGowan. Il y est question d'un agent secret britannique qui démissionne et qui, en rentrant chez lui, se retrouve endormi par un gaz soporifique. Il est alors enlevé et emmené dans un étrange village où tout le monde semble heureux, mais qui se révèle être une prison à ciel ouvert où se perpétue un jeu d'espionnage et de faux-semblants. Le village est régi par le numéro 1, dont le visage nous est inconnu, et chacun se voit attribuer un numéro. Notre héros est le numéro 6 et est confronté au numéro 2 de cette étrange hiérarchie qui cherche à lui soutirer des renseignements sur sa démission. On ne sait pour qui il travaille et là n'est pas le propos. Le numéro 6 va alors durant 17 épisodes tenter de fuir ce village, mais tout est surveillé et une sorte de grosse bouboule blanche, le rôdeur, surgit avec un rugissement effrayant pour engloutir les malheureux qui cherchent à s'échapper. Allégorie baignant dans une inquiétante étrangeté, Le Prisonnier est une critique de nos sociétés modernes, visionnaire sur le contrôle social généralisé et notamment la vidéosurveillance. Il est d'ailleurs troublant de voir que le personnage en charge de cette surveillance est un sosie du philosophe Michel Foucault qui théorisa les sociétés de contrôle. La série nous parle autant de fausse démocratie que de l'écrasement de l'individu par une normalité totalitaire et l'obéissance aveugle à un pouvoir dans une illusion de bonheur factice, consumériste et hédoniste, terriblement actuelle donc. Le credo du numéro 6 est de proclamer sa liberté et le primat de son individualité face à l'oppression, incarnée par différentes structures régaliennes ou faussement émancipatrices comme le divertissement. On écoute un extrait. Suis-je au village? Qu'est-ce que vous voulez? Des renseignements. Dans quel camp êtes-vous? Vous le saurez en temps utile. Nous voulons des renseignements. Des renseignements. Des renseignements. Vous n'en aurez pas. De gré ou de force, vous parlerez. Qui êtes-vous? Je suis le nouveau numéro 2. Qui est le numéro 1? Vous êtes le numéro 6. Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre. C'est ce que tu crois, mon petit gars, car la série nous parle aussi de nos compromissions, de renversement des valeurs qui nous rendent complices, si ce n'est directement acteurs de nos oppressions. Une série proto-situationniste en quelque sorte. Qui est le numéro 1 ? Le numéro 6 arrivera-t-il à s'échapper ? Je vous laisse découvrir ou redécouvrir cela. 2 mots sur la musique, qui allie musique pompeuse de fanfare, musique classique, musique de film, mais aussi free jazz, easy listening et pop. Un mélange des genres qui ancre la série dans son époque, les années 60, tout en la rendant intemporelle. On va finir avec un peu de littérature. J'aurais pu vous parler de Ken Follett, le célèbre auteur gallois, mais vais plutôt vous parler de poésie avec Dylan Thomas. Mais avant cela, encore un peu de musique avec The Pooh Sticks. I know someone who knows someone who knows Almaky quite well. I know someone who knows someone who knows Almaky quite well. Let's talk of a deal with creation, with an expensive Laney cave production. I know someone who knows someone who knows Jeff Travis quite well. I know someone who knows someone who knows Jeff Travis quite well. Now that the Smiths have split,
prepared to thinks we're going to be it. Osman said to me that we couldn't be on blast first because we're not nice enough and we don't hurt when you listen to us. I know someone who knows I'm a geek quite well. I know someone who knows I'm a geek quite well. Alan McGee, Alan McGee, McGee. We're the Pooh Sticks and we do acid, but you've got time for another banana milkshake. It's 10:30, last orders. No stop. Vous écoutez Transborder sur Jade FM et nous cheminons vers la fin de notre émission spéciale Pays de Galles. Avant de parler de Dylan Thomas, 2 mots sur ce groupe que vous venez d'entendre, The Pooh Sticks, les bâtons merdeux, les bâtons à caca, pardon de cette traduction. Et ce titre, enregistré live à Los Angeles, la chanson nous parle de quelqu'un qui connaît pas mal Alan McGee. Et il y a même Geoff Travis aussi qui est cité. Alan McGee, donc faisant ainsi référence au patron du label Rock Indie Creation, dénicheur de talents comme Jesus and Mary Chain, My Bloody Valentine, ou un petit groupe qui ne marcha pas très bien, Oasis. Projet potache, The Pooh Sticks fut néanmoins auteur de 2 albums pop merveilleux sortis en 91 et 92. Terminons donc cette émission spéciale Pays de Galles avec Dylan Thomas. Pourquoi je prends l'accent du Sud, c'est pas possible. Né à Swansea en 1914, Thomas est un génie précoce de la littérature. Il découvre Shakespeare à 3 ans, via son père qui était professeur de littérature, et commence à écrire des poèmes à 7 ans, et je crois qu'à 10-11 ans, il est en gros directeur de la publication de son école primaire. Dylan Thomas fut un peu l'enfant terrible des lettres britanniques et mourut à 39 ans en 1953 à New York. Lors d'une tournée promotionnelle, je crois qu'il allait à Los Angeles rencontrer Stravinsky qui lui avait commandé un livret pour un opéra. Et il est mort d'une pneumonie aggravée par une défaillance du foie, sérieusement abîmée par sa consommation excessive d'alcool. « Je suis un Gallois qui ne vit pas chez lui, disait-il, car aucun écrivain gallois ne peut trouver à se nourrir au Pays de Galles s'il n'est pas d'accord avec le Western Mail et les promenades dominicales. Un programme impossible à tenir pour ce chien fou, détourné qu'il fut de son travail de poète par le rôle social qu'il sera amené à jouer dans le monde. Il produira la majeure partie de son œuvre avant 25 ans, tel un Arthur Rimbaud, et passera le reste de sa courte vie tel une rockstar jouant un rôle, celui de l'enfant poète, du génie inculte, de l'ultra-bohémien. Le poète devait disparaître derrière le cabotin des pubs et des salles de conférence. Lors de l'une d'elles, Thomas se définit ainsi. 1. Je suis gallois. 2. Je suis ivrogne. 3. Je suis amoureux de la race humaine et en particulier des femmes. Thomas le reconnaissait, il ne lisait pas le gallois, à son époque c'était un marqueur de classe et donc son père, prof de littérature anglaise, ne lui a pas transmis la langue galloise, mais il la comprenait et des traces de rimes héritées du gallois apparaissent dans son œuvre. Il ne fut pas influencé par la poésie bardique galloise, mais si Dylan Thomas sut éviter les traquenards du druidisme de pacotille, il était profondément celtique, ce qui le fit détonner dans la poésie britannique. Selon les spécialistes du genre, ce caractère propre à la poésie celtique de compenser son incapacité à interpréter le monde en projetant toutes ses formes dans le style. Paul Valéry écrivit à Dylan Thomas « Il me suffit de vous voir parler, d'entendre votre timbre et vos attaques de voix. La façon de parler en dit plus long que ce que l'on dit, le fond n'a aucune importance essentielle. » Ce que confirma sa femme qui en dit « Lorsqu'on essayait d'interpréter quelques vers obscurs de sa poésie, Dylan se jetait à terre, s'entortillait dans le tapis, se griffait comme une hyène piquée par les mouches. Écoutons la voix de Dylan Thomas. Do not go gentle into that good night. Old age should burn and rave at close of day. Rage, rage against the dying of the light. Though wise men at their end know dark is right, because their words had forked no lightning, they do not go gentle into that good night. Good men the last wave by, crying how bright their frail deeds might have danced in a green bay. Rage, rage against the dying of the light. Wild men who caught and sang the sun in flight, and learned too late they grieved it on its way.
Do not go gentle into that good night. Grave men near death who see with blinding sight, blind eyes could blaze like meteors and be gay. Rage, rage against the dying of the light. And you, my father, there on the sad height, curse, bless me now with your fierce tears, I pray. Do not go gentle into that good night. Rage, rage against the dying of the light. Non, pas Rage Against the Machine. C'était Dylan Thomas lisant son poème Do Not Go Gentle in That Good Night, que l'on peut entendre dans le film Interstellar de Christopher Nolan. Style parfois abscon, primat de la forme et des sonorités, vie de patachon, une définition de Dylan Thomas qui le rapproche un peu d'une rockstar, et notamment de son plus illustre homonyme, Robert Zimmerman, alias Bob Dylan, qui après avoir nié avoir pris ce pseudonyme en hommage à Dylan Thomas, reconnu dans ses mémoires en 2004 que c'était une référence directe au poète gallois. Dans un des cafés de Greenwich Village que Bob Dylan fréquentait, un mur était décoré par un immense portrait du poète dont l'œuvre eut sans doute une influence sur le futur prix Nobel, notamment par le drame personnel dans lequel plonge Thomas, non pour s'y complaire, mais pour arriver à une plénitude limpide, objet de sa nostalgie et thème de son désespoir. Dylan Thomas déclara « La poésie est le récit de mon combat personnel pour sortir des ténèbres et trouver un peu de lumière ». On parle ainsi de son œuvre comme d'une poésie des profondeurs, une poésie océanique. Pas un hasard s'il vivait dans une sorte de maison flottante en bord d'océan dans le village de Logarn, entouré par les oiseaux et les éléments, où il fut sûrement le plus intègre, loin de son rôle de bouffon social et dont l'atmosphère, comme celle de Swansea, a beaucoup compté sur sa production littéraire. De cette œuvre réputée intraduisible, faite de projections d'images qui convoquent un univers, une atmosphère, avec un jeu sur la langue, avec des allitérations, citons les recueils Portraits de l'artiste en jeune chien, la pièce radiophonique au bois lacté, et encore un Noël d'enfants au pays de Galles, conte censé être pour les enfants, mais traversé par des pulsions de vie et de mort, de la nostalgie, et qui nous renvoie au titre du premier morceau de John Cale que nous écoutâmes en début d'émission, qui est la traduction directe de ce titre-là. C'est l'heure maintenant de nous quitter. C'était le premier numéro de l'émission Transborder. J'espère que cette pas tout à fait heure galloise vous a plu. Nous nous quittons en musique avec le groupe Los Campesinos. Si, malgré ce nom, c'est bien un groupe gallois. Et leur titre de 2008, We Threw Parties, You Throw Knives. Il y aurait plein d'autres groupes à vous faire écouter, notamment Super Fury Animals, qui est une grosse influence dans la scène rock indé galloise. Mais je ne pouvais pas parler de tout le monde. Nous nous retrouverons le mois prochain, donc c'est un jeudi par mois, à midi, cette fois-ci avec une nouvelle destination. Pour l'instant, encore indéterminé, mais il se pourrait que ce soit le sud des États-Unis de l'Amérique. D'ici là, portez-vous bien, et comme dirait le prisonnier, bonjour chez vous. You play past the parcel with human body parts. Somebody might get hurt, but someone will get hurt. And I sing what you like. If you shout it straight back at me, there's red stains all over the place. When I'm the cherry aid, we throw bodies, you throw knives. It's all the same if the fizzy drinks are nice. It's great that you care so much about things, but you're left talking powder all over the bathroom. And yeah, it's great you can blur smoke rings, but you won't taste your lips if you do get to kiss her. And it's your party, but I'll die if I want to. I'll die if I want to. There's red stains all over the place. Then on the cherry aid, we throw bodies, you throw knives. It's all the same if the fizzy drinks are nice. The music was okay, but the fresh air was better. And I couldn't tell if the singer's keyboard was a crutch or a synthesizer, but it sounded like he'd broken a limb each and every time he pushed the key down or in. There's red stains all over the place. Then after the cherry aid, we throw parties, you throw knives. It's all the same if the fizzy drinks are nice. There's red stains all over the place. Then after the cherry aid, we throw parties, you throw knives. It's all the same if the fizzy drinks are nice.
of a